Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview consacrée aux éditeurs. On accueille cette fois-ci Stéphane de Le Chat qui fume, qui va nous parler édition physique, qui va nous parler de son catalogue, de son métier, de l'avenir du support, bref, de plein de choses. J'ai très hâte de le rencontrer. C'est parti, Le Chat qui fume. Allô, Stéphane. Oui, allô, Sylvain? Bonjour, oui, comment vas-tu? Eh ben écoute, parfait. Stéphane de Le Chat qui fume. Alors pour commencer justement Stéphane, merci déjà de me faire le plaisir d'être interviewé sur la chaîne. La première chose que j'aimerais te demander justement, c'est pour ceux qui potentiellement ne te connaissent pas sur la chaîne, comment est-ce que tu pourrais décrire Le Chat qui fume? Décrire Le Chat qui fume Ouais. Le Chat qui fume, te présenter en quelque sorte. C'est une toute petite boîte qui a été créée par deux passionnés en 2005. Quand je dis passionné, c'est vraiment une petite boîte qui a été créée vraiment sans argent, par deux personnes qui ne savaient pas quoi foutre dans leur vie, à une trentaine d'années, et qui se sont dit, tiens, si on faisait des DVD, voilà, parce que on aime le cinéma, ça serait intéressant de proposer les films que l'on aime aux gens. Voilà, donc on est parti un peu comme ça à l'arrache, on ne savait rien du tout de comment était fabriqué un DVD, on ne savait pas comment pouvoir se distribuer. On ne savait rien du tout. On a appris un peu sur le tas. On a mis quasiment 6 mois pour sortir le premier titre. C'était Deadly Spawn en 2006. Voilà, ça s'est fait un peu à l'arrache. Au bout de quelques années, on était un peu fatigué, j'avoue, parce qu'on avait un boulot à côté. Donc c'était un peu compliqué. Ouais. Et donc en 2000, je sais plus, au bout de 5 ans, 6 ans, je sais plus, on s'est arrêté, 6 ans peut-être. On s'est arrêté pendant 3 ans. C'est là où moi je suis parti donc sur Montpellier. Puis au bout de 3 ans, moi je suis reparti avec Le Chat qui fume. Et j'ai trouvé un nouvel associé, donc Philippe Blanc, qui m'accompagne depuis. Et donc ça fait 5 ans environ, bientôt 6 ans qu'on a sorti Le Venin de la Peur, qui était notre premier Blu-ray et qui a été un peu le retour du Chat qui fume. Voilà. Et tu me parles de 2005, du coup, quel a été le déclencheur pour toi, en mode, qu'est-ce qui t'a permis en fait de vraiment franchir le pas pour te lancer dans l'édition? La drogue. non, mais c'est vrai qu'un jour on était avec un ami, on était en train de fumer un petit bédo devant un match de catch. Et voilà, c'est ça. Ah, c'est sérieux en plus. Oui, bien sûr. Et en fin de compte, même quand on a trouvé le nom, le nom à la base, c'était un peu pour trouver un nom qui sortait du lot et tout ça. Donc c'était un peu, voilà, sous les effluves, voilà, c'était un peu, voilà, bon. Et non, c'était, voilà, comme j'ai dit, c'était à 30 ans, comme beaucoup de trentenaires, on se demande ce qu'on va faire dans notre vie, on se demande, voilà, où on va, ce qu'on va faire, et puis trouver quelque chose à faire. Tout simplement. Mais à ce moment-là, justement, dans ta vie, tu faisais rien? T'étais au chômage ou vraiment t'avais une activité et ça te plaisait pas? Non, moi j'avais un boulot. J'avais un boulot de merde, mais j'avais un boulot et donc d'un coup voilà, parfois tu discutes avec un pote et puis tu sais, tu as des projets, les gens comme ça se rencontrent, ils ont des projets, ils partagent des passions, ils se disent bah tiens si on tentait, et donc on a tenté, voilà, donc on a acheté un droit de film, on est allé voir Neo Publishing à l'époque, qui nous a dit vous arrivez au moment où le DVD est en train de mourir. Et donc 15 ans plus tard, on est encore là. Et donc voilà, donc c'est comme ça, on a rencontré des gens qui nous ont donné un coup de main, et puis petit à petit, voilà, on a avancé, mais c'est vrai que c'était très dur, parce que globalement, on ne gagnait pas assez d'argent pour se payer, bien sûr. Donc c'était vraiment que de la passion à 100%. Donc c'est vraiment travailler avec un vrai boulot à côté, puis le soir bosser sur des DVD. C'est rapidement épuisant, quoi. Alors justement, tu évoques Neo Publishing, qui est un éditeur qui aujourd'hui n'existe plus, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et tu es en train de reprendre un petit peu dans ton catalogue des films qui sortaient chez Neo Publishing. Je pense par exemple à Je suis vivant ou La Bête tue de sang-froid que vous avez sorti. Est-ce que justement tu comptes à l'avenir ressortir davantage de films issus de leur catalogue? C'est un peu inévitable parce que Neo Publishing a sorti des gros titres donc du cinéma italien, donc inévitablement à un moment donné nous aurons des titres en commun avec eux, donc ça c'est inévitable. À la base on préfère ne pas prendre les titres déjà sortis en DVD parce qu'on aime bien les inédits. Pour les Aldo Lado, Je suis vivant, La Bête tue de sang-froid, il s'est juste trouvé qu'il y avait Laure Chacosset qui avait écrit un livre avec Aldo Lado, sur Aldo Lado, nous a proposé le livre et on s'est dit tiens, on va prendre ces deux-là. À la base, ils étaient prévus il y a quelques années, puis on s'est dit non, on va pas reprendre des DVD existants. Donc voilà, donc on les a pris parce qu'il y avait le bouquin avec. Voilà. On adore les films, mais c'est juste qu'on préfère effectivement prendre préférence des inédits, même si parfois on est obligé de prendre des films qui sont déjà sortis. Parfois c'est inévitable.
Ouais, je vois. Et quand justement tu dis c'est inévitable, c'est vrai que bon, Neo Publishing c'est essentiellement, on va dire, giallo et épouvante. Est-ce que tu dis que c'est inévitable parce que justement tu veux te restreindre, on va dire, dans une certaine ligne éditoriale, ou est-ce que c'est inévitable parce que c'est entre guillemets ta culture? De base, oui, de base c'est notre culture. De base, effectivement, tout ce qui est fantastique, horreur, érotisme, science-fiction, tout ça, horreur surtout. Vraiment, nous, on est vraiment fans de. Enfin, moi, je suis fan depuis que j'ai 12 ans. À l'époque, Ouais. dans la première partie de Chat qui fume, on ne pouvait pas prendre ces films-là, parce que ces films-là coûtaient très cher. Donc, à l'époque, Neo Publishing pouvait se permettre d'acheter un film 10-15 000 euros, quoi. C'était très cher. Nous, on ne pouvait pas se permettre. Donc on Ouais. est parti sur d'autres films qui étaient beaucoup moins chers, ce qui fait qu'au début, effectivement, dans notre première vie, on a des films un peu bizarres. Il y a de la blaxploitation, il y a du thriller gay, il y a des docus, il y a un peu de tout. C'est un vaste bordel parce qu'on n'avait pas les moyens à l'époque de se payer des films comme ça. 5 ans plus tard ou 6 ans plus tard, qu'on est revenu après ça, les droits avaient baissé, le marché de la vidéo s'était un peu effondré, les droits avaient baissé. Donc d'un coup, il y avait moyen d'avoir ces films. Donc c'est pour ça qu'on est revenu à notre cœur de cible, qui est vraiment, voilà, les films que nous aimons, les films fantastiques. Après ça, nous n'aimons pas que ça, heureusement, et c'est vrai qu'on va petit à petit un peu en sortir de temps en temps, c'est normal. Voilà. Et alors tu parlais justement de films que tu n'as pas pu forcément t'acheter à une certaine époque parce qu'ils coûtaient cher, etc. Je crois savoir en tout cas il y a les films de Fernando Di Leo qui t'intéressaient et qui ont été rachetés, notamment je pense à la trilogie du milieu, par Elephant Film. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes avec le temps? Pas du tout. Non, mais surtout ceux-là, on voulait les acheter il y a 5 ans ou 4 ans. Hein, donc c'était pas. Voilà, donc c'est vraiment. Là, on pouvait se permettre de les acheter, quoi. Mais non, le polar, moi j'adore ces films-là, donc surtout la Malordina, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Mais après ça, non, à l'époque, on s'est dit, bah non, c'est compliqué, les films de polar en France, c'est toujours compliqué et tout. Donc voilà, on a hésité, donc je suis très content si ça ressort chez les fans de films, je suis très très content pour eux, oui, c'est clair. D'accord. Quand on pense Le Chat qui fume, on a tout de suite cette image film d'horreur qui vient en premier lieu, et je pense qu'effectivement c'est principalement ta ligne éditoriale. Mais malgré tout, vous avez un choix qui reste assez vaste, et vous avez aussi justement du polar des années 70-80. Je crois que vous avez annoncé qu'il allait sortir La Balance, non Ah oui, ça c'est la partie française, ça, voilà, oui. Bah, alors, ça, et il va y en avoir d'autres de cinéma bis comme ça, de cet acabit? Alors, nous, on s'est dit, à un moment donné, on faisait pas mal d'italien, donc quand tu fais pas mal d'italien, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ça serait bien de trouver un peu autre chose de temps en temps, et de proposer autre chose, et puis comme nous avons découvert un peu la restauration des films, d'un coup, on a eu accès à des catalogues qui permettaient effectivement d'avoir accès à des films un peu plus français, donc français, il n'y a pas beaucoup de films d'horreur en France, hein. Donc, d'un coup, oui, voilà, on s'est dit, tiens, on va tenter le polar des années 80, avec La Balance, Les Fauves, et d'autres films qui vont arriver en même temps, donc Brigade des Mœurs aussi, de Max Pécasse. Oui, mais c'est quand même des polars un peu violents, donc on aime l'horreur et tout ça, on aime un peu tout ce qui gratte, en fin de compte, tout ce qui est un peu, voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc il y a de la violence. Tout ce qui dérange un peu. Tout ce qui dérange un peu, il y a du sexe, c'est pas politiquement correct, c'est un peu tout ce qu'on aime. D'accord, je comprends. Et justement, alors tu as dit une chose qui m'intéresse là. Tu as dit on s'est intéressé un petit peu à la restauration. Parce qu'effectivement, je sais qu'il y a des éditeurs qui achètent directement les masters qui sont déjà tous, quasiment. Définis, on va dire. Voilà, quasiment. C'est vrai, c'est vrai. Toi, je crois savoir que c'est pas ton cas. Alors nous quasiment tous les éditeurs achètent des masters. Il y a en France quasiment tous, à part les gros comme Gaumont, TF1, SND. Qui font faire des restaurations, mais tous achètent des masters ou participent aussi parfois de temps en temps à un master, à la création d'un master. Mais c'est même nous, la majorité du temps, c'est ça. Hein. D'accord. Effectivement, à l'époque de 3615 Claude Père Noël, c'est une boîte qui s'appelle Camera Obscura en Allemagne qui nous a proposé de participer à la restauration du film. Et ça nous a beaucoup plu. Et ça nous a beaucoup plu, et donc on a dit, bah tiens, si on continuait avec d'autres films, et donc on a acheté des films où les masters n'étaient pas existants, c'était La Saignée, La Rose écorchée, par exemple, Le Week-end maléfique du comte Zaroff, où là on a dû refaire intégralement les négatifs de bout en bout. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer, alors on est néophyte, là, tu parles à des gens qui savent pas en quoi ça consiste, est-ce que tu peux nous expliquer justement quel est ton job à ce moment-là, quand tu vas voir la pellicule et que tu dois travailler dessus, tu fais quoi exactement? Alors, c'est en 3 parties en fin de compte. D'abord,
enfin en trois parties. D'abord, on va voir dans un laboratoire si les négatifs existent. Donc c'est les négatifs, c'est en 5 parties, parce qu'un film est divisé en 5 parties, 5 bobines, on va dire, 5-6 bobines, suivant la longueur du film. Et donc là, on va vérifier les négatifs, on va vérifier aussi s'il n'y a pas des boîtes mystères qui recèlent des scènes inédites, qui recèlent des bandes annonces, des trucs comme ça, tout ce qu'on peut trouver. Et après ça, donc le labo scanne en 5K les films. Donc c'est un scanner qui prend du temps, c'est nettoyé, c'est vraiment lavé et tout ça. Et après ça, nous on reçoit des fichiers chez nous et qui partent chez l'étalonneur. L'étalonneur donc fait la correction des lumières, des couleurs. Donc c'est lui qui va remettre de la couleur, remettre les noirs, les profondeurs de noir, et toutes ces choses-là. Excuse-moi Stéphane, dans ce cas-là, c'est de la sous-traitance que tu fais quand il y a un étalonneur, c'est quelqu'un que tu payes pour faire ça? Nous, alors chaque film, on n'est que 2. C'est simple. Après ça, effectivement, on passe par des indépendants, de très bons indépendants. Donc l'étalonneur qui habite Quimper, lui, voilà, reçoit les fichiers, il étalonne ça pendant quelques semaines parce qu'on prend du temps, parce qu'on vérifie tout, et voilà. Une fois que c'est validé, on exporte le projet, et ça part donc à Sébastien, donc qui bosse dans notre local, qui bosse dans nos bureaux, et qui lui, par contre, va restaurer le film sur Diamond, qui est un logiciel pro qui coûte, je sais pas, 18-20 000 euros. Et là, ça prend un peu de temps. Suivant les dégâts dans le film, ça peut prendre 3 semaines, 1 mois, voilà. Parce que nous, on y va doucement et on fait ça bien. Enfin, il fait ça bien, pardon. C'est vraiment frame par frame. Ça prend du temps. Et là, ça peut prendre du temps là. Et une fois que c'est fini, il faut tout compiler à la fin, puis voilà. Donc ça prend du temps, ça prend de l'argent. C'est vrai qu'acheter un master, avoir un master, c'est assez facile. Demain, enfin facile, c'est normal. Demain, je vais prendre un film chez Studio Canal ou chez MGM. Oui, c'est un produit fini. C'est un produit fini qu'on me donne. Restaurer un film, ça prend plusieurs mois, ça prend beaucoup d'argent, ça coûte à chaque fois cher. Est-ce qu'il t'arrive parfois de te lancer dans un projet, excuse-moi de te couper, de te lancer dans un projet et que tu te rendes compte en cours de route, en faisant le master du film, que finalement tout n'est pas récupérable et que tu pensais que c'était possible et qu'en fait non? Non, ça on vérifie tout avant. Tout est vérifié avant. Même là, en ce moment, on est en train d'acheter un film en ce moment, on doit voir le négatif. Comme j'ai des doutes un petit peu sur le négatif, est-ce que c'est un film porno ou pas porno, enfin un truc comme ça, enfin voilà, il y a une époque où les visas étaient, enfin bon, c'est compliqué à expliquer. J'ai demandé à Éclair de regarder le début du négatif, si c'était possible, pour voir si c'était le début du film que moi j'avais. Voilà, que moi j'ai un fichier, VHS que j'ai récupéré, et j'ai demandé à Éclair de vérifier si c'est le bon film, parce qu'on ne sait jamais. C'est souvent, 99,9% des fois, on a totalement confiance. Si Éclair ou si le laboratoire, donc LTC, nous dit j'ai les bobines, j'ai les éléments du film et j'ai les négatifs, là, honnêtement, il n'y a aucun souci. Ce qui peut arriver parfois comme souci, c'est sur les pistes son, par exemple. Parce que les pistes son, au bout d'un moment, peuvent se cristalliser, donc ça peut être bousillé. Voilà, des choses comme ça. Mais après ça, il y a toujours des copies 35 qui traînent, il y a toujours des choses comme ça. Donc il y a un film, c'est pas juste un négatif. Il y a un négatif, il y a aussi ce qu'on appelle après ça un interpo, il y a des copies 35. Donc la base, c'est qu'on part du négatif. Mais souvent, il y a quand même des copies à côté où on peut reprendre des choses. Par exemple, là, on est en train de restaurer un film bientôt espagnol, franco-espagnol. Dans la piste française, dans la piste son française, comme le film a été un peu coupé, voilà, il y a un dialogue à un moment donné qui est coupé. Un dialogue qui est coupé, malheureusement. Le film est très rare, le film, toi. Et bien heureusement, j'ai réussi à trouver une copie 35 mm de l'époque, donc qui était projetée en salle. Et donc là, on a pu récupérer le son de cette partie-là pour pouvoir le caler dans le négatif, quoi. Donc voilà, on arrive toujours à peu près à se débrouiller. Et j'imagine que quand tu prends le travail à la source, c'est-à-dire quand tu commences par le master et que tu fais tout le travail d'étalonnage, etc., les droits du film coûtent moins cher que si tu achètes directement le master dans son état définitif. Ça dépend vraiment. On a eu... Maintenant, oui. Voilà. Il y a encore 3 ans... les ayants droit, bon, voilà, pour eux, tu payais et puis tu faisais le master. Maintenant, ça commence. Maintenant, comme souvent, ça n'est pas après ça qui appartient au master. Si le master nous appartient à nous, les droits vont coûter plus cher, normal. Si le master est offert à l'ayant droit, parce que maintenant, le nerf de la guerre, c'est le master, parce que le master, il passe demain en VOD, il passe demain en SVOD, il passe demain en télévision, il peut se revendre à l'étranger. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Donc, par exemple, un film comme Possession, on m'a souvent demandé, n'a pas coûté très cher à l'achat.
Parce qu'effectivement, il y a derrière un beau master, et que, par exemple, TF1, bah, voilà, le film va ressortir au cinéma en France, va ressortir en Angleterre en vidéo, aux États-Unis en vidéo ou au cinéma, je sais plus. Voilà, ça, c'est des deals qui se font avec des boîtes, petit à petit. Ouais. Et comme, pour l'instant, on est le seul éditeur qui faisons ça, c'est vrai que d'un coup, maintenant, on nous demande, comme Gaumont nous a demandé pour Brigade des Mœurs. Et avec l'avènement des plateformes de VOD, justement, que tu évoques, est-ce que tu as remarqué, toi, une évolution dans le... ne serait-ce que le prix peut-être des choses que tu achètes? Par exemple, il y a peut-être des catalogues de films qui sont un petit peu oubliés parce qu'ils ne sont pas forcément diffusables, parce que c'est pas quelque chose qui va vraiment intéresser le grand public. Est-ce que du coup, tu te retrouves avec des choses qui peuvent être potentiellement atteignables, qui n'y étaient pas il y a 10 ans en arrière? Ah oui, bah, tout le cinéma italien, par exemple. Le cinéma italien a beaucoup baissé. Mais parce que, effectivement, parce que normalement, avant, un film, pour rentabiliser un film, il fallait le vendre en télé, le sortir au cinéma et le vendre en vidéo. Donc, comme maintenant le cinéma passe plus ces films-là, donc c'est mort. Comme les télévisions, mais il y en a quand même de moins en moins en France, il n'y a plus que Ciné+, OCS, je sais pas, AB qui passe ses films, et encore. Donc, il n'y a plus qu'une chaîne réellement qui passe ses films, c'est Ciné+. Et comme la vidéo est en train de s'écraser, marche moins bien qu'il y a 10 ans, c'est sûr que ces films-là, les prix ont baissé, automatiquement. C'est terrible le mot que tu viens d'employer là, hein. La vidéo est en train de s'écraser. Bah oui, mais non, mais la vidéo. T'es en train de faire peur à tout le monde, Stéphane. Non, mais la vidéo va en fin de compte, la vidéo, comment dire, est maintenant entre les mains des fans. Il y a quelques années, effectivement, c'était tout le monde achetait des Blu-ray. Limite, on achetait un paquet de popcorn, on avait un Blu-ray gratuit, un DVD gratuit. C'est vrai. Ça coûtait 50 centimes. T'allais faire de l'essence, des fois, t'avais un DVD gratuit. Bah, ça coûtait 1 euro sur ces discounts d'avoir des films en DVD. Donc on a un peu gâché tout ça. C'est-à-dire que les gens se sont gavés de DVD, mais vraiment gavés. Quand on voit à l'époque de Laserdisc par rapport au DVD ou même la VHS, les gens se sont gavés de Laserdisc, de DVD. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les gens, il y a eu le piratage, il y a eu tout ça, il y a eu la sortie aussi donc des chaînes de Netflix et tout. Et puis surtout, les gens, au bout d'un moment, ils se sont dit, mais ok, on a 3000 DVD chez nous, ça sert à quoi? Enfin, parce qu'ils achetaient tout et n'importe quoi. Donc maintenant, c'est recentré sur un public qui achète le produit parce qu'ils veulent le produit. Plus ciblé, Voilà, très ciblé. Ils veulent le produit. Et ils savent qu'ils ne vont pas trouver le produit sur Netflix, demain. Et donc, ils veulent le produit pour le découvrir, pour vraiment le revoir. Là, on est vraiment dans des passionnés de cinéma. Donc, ils veulent revoir leur film dans des bonnes conditions et avoir le produit. Et donc, voilà, quand je dis qu'il s'est craché, par rapport aux ventes précédentes. On est d'accord, depuis 10 ans, ça baisse, depuis 15 ans, ça baisse. Mais maintenant, on est sur une ligne, une crête qui, en fin de compte, ne baisse pas trop. D'un public de niche. D'un public de niche qui consomme énormément. Et on voit qu'aux États-Unis, d'ailleurs, la vidéo repart à cause de l'UHD, c'est assez étonnant d'ailleurs. L'UHD fait que les gens repartent là-dessus, on rachète de la vidéo. En même temps, parce que les chaînes comme Netflix, Disney+, et tout ça, ne proposent pas tous les films que nous sortons. C'est inévitable. Donc quand on est passionné de films d'horreur, on va sur Shadows, on est d'accord, mais Shadows c'est quand même très restreint. Et bien sûr. Voilà, et donc on ne trouve pas ces films-là. Donc trouver un vieux giallo italien, c'est que en DVD. Bien sûr, bien sûr. Et tu dis que justement l'UHD repart aux États-Unis. C'est une stat que tu as vu circuler sur Internet? Oui, je crois que c'était une stat, c'est ça qui disait que le marché de l'UHD... qu'il y avait c'est pas une envolée, mais que ça marchait assez bien. Que l'UHD poussait, que l'UHD faisait pousser, que d'un coup les gens, peut-être parce qu'il fallait racheter une nouvelle télévision, puis donc les gens avaient une télévision 4K, ils se sont dit tiens, j'ai acheté de l'UHD. Je sais pas du tout, alors qu'en France, c'est pas ça du tout, en France. Mais nous, on voit que les ventes ne baissent pas, On voit, nous, c'est très bizarre, parce qu'on vend plus maintenant qu'on vendait il y a 10 ans. C'est pas les mêmes films, on est d'accord, c'est pas les mêmes films. Mais oui, il y a 10 ans, les boîtes pouvaient vendre 20 000 exemplaires. Maintenant, pour le même film, tu vas en vendre 3 000, pas plus. Alors, tu parlais justement de public de niche, et c'est vrai que vous faites des choix éditoriaux qui sont assez courageux, je trouve. Par exemple, tu sors du Eddie Matalon, etc. Enfin, je me dis, est-ce que tu fais ça en te disant ça marche ou ça marche pas, peu importe, ça peut faire un bide, ou est-ce que vraiment pour toi c'est un besoin de promouvoir cette culture-là? Est-ce que tu penses que ça va marcher parce que tu sais que justement tes consommateurs sont fidèles? Tu te places dans quel état d'esprit toi par rapport à ça? Alors pour Eddie Matalon, Michel Lemoine, c'est vraiment du plaisir absolu, c'est tout. C'est-à-dire que nous avons les droits des films, ça nous amuse.
nous, on a toujours vu chaque film une façon, enfin, on a toujours été dans une façon un peu différente. C'est-à-dire que, et on le voit aussi dans les boîtes américaines comme Vinegar Syndrome. C'est-à-dire qu'on sort des gros films qui rapportent de l'argent. Donc on peut sortir demain Halloween 2, Halloween 3, Maniac. C'est des films qui sont, on va dire, pas faciles, mais on sait que ça va se vendre. Et parfois, voilà, enfin, qui sont bankable. Et parfois, après ça, tu sors des films un peu plus durs. Voilà, tu te fais plaisir. Voilà. Si ça se plante, ça se plantera. Ça se plantera pas parce que c'est pas non plus des films qui ont coûté cher. Voilà. Donc, et tu vas peut-être les tirer en moins d'exemplaires aussi. Non, on en fera 1000, on en fera 1000, ça se vend voilà, petit à petit, mais on ne gagnera pas d'argent dessus. C'est vraiment pour le plaisir. Systématiquement, tu tires à peu près au même nombre d'exemplaires toutes tes éditions? Non, ça dépend. Un film comme Possession, ça a été quasiment 3000 exemplaires, là on arrive à quasiment 3000 exemplaires vendus. Voilà, là, ça dépend, ça dépend. Après ça, l'UHD est souvent limité à 1000 ou 1500 exemplaires. Les petits films, enfin les films, on va dire un peu plus durs, enfin pas un peu plus durs, les giallo italiens, les Lorine et tout ça, c'est plutôt du 1000 exemplaires. Voilà, on commence de base, minimum c'est 1000 exemplaires. Après ça, suivant le film, ça peut être 1500 ou un peu plus, mais maintenant, au-dessus de 1500, il faut vraiment des sacrés bons films, quoi. Ouais, je vois. Mais je vais mettre un truc tout bête. La Rose écorchée, on avait fait 1500 exemplaires, donc un UHD, tous vendus. On a fait un repressage de 500 Blu-ray qui ont tous été vendus. Et là, on fait un repressage de 500 Blu-ray qui, voilà, donc on est quasiment à 2000 exemplaires pour un film comme La Rose écorchée. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est fou, carrément. Carrément. Et tu me parlais du HD, d'ultra haute définition. Alors c'est assez étrange et c'est rigolo, ça m'intéresse parce que justement, il y a très peu d'éditeurs, notamment d'éditeurs indépendants comme toi, qui se lancent dans l'UHD. C'est-à-dire que les éditeurs sont plutôt frileux. Il y a même j'ai envie de dire, un retour en arrière qui s'opère chez certains éditeurs qui ne proposent plus de Blu-ray et qui restent au DVD. Qu'est-ce qui fait que vous ayez du succès comme ça dans l'UHD, justement? Non, mais déjà, je trouve que... je ne comprends pas encore comment on peut encore vendre du DVD. Ça me semble normal de vendre du DVD quand il n'existe pas de Master HD. Ça, c'est entièrement normal. Il faut découvrir des films. Donc, si demain, il n'y a pas de Master HD, il faut passer au DVD. Maintenant, si on a Master HD, honnêtement, je ne comprends pas. Et alors, on me dit, le DVD le DVD marche toujours mieux que le Blu-ray. C'est normal. Parce que le DVD, c'est moins cher. Moins cher, non ? Voilà, c'est moins cher. Mais surtout, comme je dis souvent, et je le remarque aux gens souvent, c'est que les États-Unis, qui a élu Trump et tout ça, qu'on dit que c'est un pays de débiles et que ils sont tous passés au Blu-ray quasiment. Enfin, toutes les sociétés sont passées au Blu-ray. Les Anglais qui sont tous passés au Blu-ray. Et nous, le pays qui avons créé le cinéma, on reste au DVD. Donc là, il y a un réel problème, quoi. Je pense qu'on a dû tuer le DVD depuis au moins 10 ans. Et tout le monde serait passé au Blu-ray. Nous, on l'a annoncé du jour au lendemain qu'on arrêtait le DVD. On n'a pas eu une seule perte. Enfin, on n'a pas perdu un client. Même les clients, souvent, sont passés au Blu-ray. Voilà, ils nous ont dit, tiens, on a acheté un lecteur Blu-ray. Et en plus, ils redécouvrent nos films. Ça, c'est super marrant. Et l'UHD, l'UHD, nous, ça nous fait marrer parce que, souvent, on rajoute... Comme on vend un DVD en moins dans notre combo, on va dire, ça fait, on va dire, quasiment à 50 centimes à 1 euro en moins. On augmente le prix de notre collector, on en manque de 2 euros, ça nous fait à peu près le prix d'un UHD, environ 3 euros. Donc on compense un tout petit peu en disant, voilà, vous avez un UHD, si demain vous passez à l'UHD, vous aurez l'UHD, mais proposer un DVD, un Blu-ray, un UHD dans un combo, c'est un peu ridicule. Donc on a fait le choix, on préfère, on a un beau Master 4K, autant le proposer en combo. Après ça, on ne fera pas ça pour les Matalons. Les Matalons, on sait bien qu'on ne va pas en vendre 1000, même en UHD. Donc, ça serait un peu fou de les proposer. Voilà. Au niveau de vos éditions, vous avez récemment arrêté justement les anciens boîtiers tout carton au profit de parfois justement des packs plus amarrés en plastique. Est-ce que tu n'as pas peur que c'est un choix qui frustre un petit peu certains... Alors, non. Alors, nous, les premiers 1000 exemplaires ou les premiers 1500 exemplaires sont en boîtier carton à chaque fois, quoi, quasiment, tout le temps. Quoi. Et quand c'est fini... quand c'est fini, ressort un peu plus tard en boîtier Scanavo le film en Blu-ray. Ce qu'on a fait cette année-là, c'est pour les films de Michel Lemoine et les films d'Eddie Matalon, qui sont des petits films qui ne seront pas vendus très cher, qui seront vendus à 15 euros en précommande, donc c'est pas cher. Là, on ne pouvait pas mettre du carton.
Voilà, c'était impossible. Oui. Voilà. Donc là, ceux-là, on les a passés directement en boîtier plastique. Voilà. Mais on garde le carton encore pour l'instant, bien sûr. Mais il y a parfois des films... Pour les fans les plus hardcore. Du coup. Bien sûr, ceux qui ont la collection de chaque film, ils préfèrent le carton. Mais non, si demain on sort un autre film comme La Balance, on va pas le sortir en boîtier plastique, on le sortira en carton. Voilà. Après ça, oui, c'est vraiment sur les éditions où tu penses que du coup il y aura potentiellement moins de demandes. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour vraiment les Michel Lemoine, les Eddie Matalon, ils seront moins chers, donc voilà. Et puis surtout aussi, voilà, pour les repressages. Si demain, voilà, les premiers souvent ont parfois un CD en plus. Par exemple dans Clash ou même la Traque, Possession ou Clash ou Bacchanal Sexuel, où il y a un UHD en plus, où il y aura un CD en plus. Parfois dans L'Homme muré vivante, il y a un CD en plus. Perversion Story, il y a un CD en plus. Bon ça, quand c'est fini, les 1000 exemplaires ou les 1500 exemplaires, après ça ressort un boîtier plastique souvent, mais sans le CD en plus, sans l'UHD en plus. Ça dépend un peu des éditions. Mais non, il faut garder quand même un objet assez joli quand même, parce que ce qui a un peu péché parfois dans de nombreuses années, c'est que le bis italien ou le bis, le film d'horreur, était un peu catalogué comme sous-produit, donc on sortait ça en boîtier plastique dégueulasse. Et alors que nous, voilà, on a voulu justement montrer qu'on faisait que ces films-là méritaient plus. D'où de belles éditions, d'où des bonus, d'où des CD, d'où de l'UHD, d'où du carton. Tu estimes à combien la durée moyenne de vie des produits que tu vends, des Blu-ray? C'est-à-dire c'est-à-dire, tu penses qu'un Blu-ray va durer combien de temps dans le temps 20 ans, 30 ans Tu ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Avec ce qui est en train de se passer, je pense notamment, tu sais, au phénomène des Blu-ray défectueux. On voit aussi des... Non, mais ça, à un moment donné... Là, j'ai envie de m'arracher les yeux et me les foutre dans le cul à chaque fois. Mais les doigts défectueux, c'était il y a 5 ans. C'était une usine en France, quoi. C'est-à-dire qu'une usine en France, qui était l'usine Cole, à l'époque, on a fait bosser avec eux en plus à un moment donné. Avec Cole, a utilisé une mauvaise résine Cole, c'était le plus grand presseur français, donc c'est sûr que d'un coup, tous les DVD, les Blu-ray passaient par eux. Pardon. Donc, eux, il y a eu un problème, mais c'est terminé, quoi. Enfin, depuis, c'est terminé. Stéphane, je me permets de te poser cette question parce que justement, il y a des sites qui sont spécifiques là-dedans, qui bossent là-dessus et qui justement identifient les usines qui produisent des films défectueux, et on voit qu'il n'y a pas que Cole qui produit, qui a fait des éditions qui sont défectueuses. Il y a eu effectivement le problème de résine défectueuse chez Cole, mais il y a eu d'autres problèmes, des problèmes de process parfois, des problèmes de fabrication, qui sont difficiles d'ailleurs à identifier, mais on a par exemple des disques sur certains films qui jaunissent et qui ne sont plus lisibles, qui ne sont pas forcément c'est pas nombreux, produits par Cole. Non, c'est pas nombreux. Voilà. Non, mais et quand je dis ça, je cherche pas à alerter ou à dramaturger. Non, mais je comprends. Après ça, tout peut arriver. Nous, on a eu des problèmes aussi pour le DVD. Donc le DVD, les DVD MGM ont été à un moment donné totalement pourris. Et c'était l'époque du DVD, du DVD ROT. Et beaucoup de mecs qui avaient des MGM se souviennent encore de ça il y a 20 ans, où d'un coup, beaucoup de leurs DVD ne marchaient plus. Donc, il y a toujours, c'est comme une bagnole, il y a parfois des rappels de bagnole parce que d'un coup, il y a un bug. L'usine Cole, c'est très spécifique, c'est vraiment très spécifique, c'est vraiment une usine qui a merdé. Après ça, il peut arriver parfois qu'il y a sur des Blu-ray des titres qui passent pas, ça peut arriver, rien n'est parfait, il y a parfois des retours chez Ikea de produits où la vis a mal été vissée. Bon, après ça, nous on passe directement par le presseur. Nous, notre presseur, c'est Sony. Donc c'est vraiment le créateur du Blu-ray. Donc beaucoup plus fiable déjà. Voilà, beaucoup plus fiable, on dirait. Après ça, combien de temps ça va durer, on ne sait pas trop. Honnêtement, je pense que peu de personnes le savent. Je pense. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça, moi quand je commençais à te poser cette question, c'est que on se rend compte que souvent les Blu-ray qui fonctionnent plus là de nos jours sont des Blu-ray justement édités en 2008, etc. Bref, on estime une moyenne de vie à 15-20 ans, tu vois, on se dit que peut-être que la moyenne de vie des Blu-ray qui ne sont pas pressés par Sony, justement par d'autres presseurs, serait peut-être de 20 ans. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va s'affiner dans le temps et on verra bien dans les années qui vont venir. De toute façon, c'est le problème. De toute façon, c'est comme tous les produits. À un moment donné, malheureusement, rien n'est parfait. Quand le Blu-ray est sorti, ça c'est un gros problème. Quand le Blu-ray est sorti, on n'a pas eu assez de recul pour analyser la durée du produit, quoi.
malheureusement. Est-ce que tu penses, du coup, ça va déboucher sur cette question-là? Parce que potentiellement, imaginons que tu n'aies plus les droits d'un de tes films dans ton catalogue, Possession, là, demain, tu n'as plus les droits, et dans 20 ans, bah, du coup, on n'arrive plus à se le procurer. Il n'est pas sur les plateformes de streaming et tout. Est-ce que tu penses que potentiellement, les maisons d'édition vont réussir à récupérer des œuvres et les remettre au goût du jour, comme ça, au fur et à mesure dans le temps? Dans 20 ans, est-ce qu'il y aura encore un support? C'est surtout ça. Le truc, c'est que d'un coup, là, est-ce qu'il y aura dans 20 ans encore un support? Quel support ça sera? Quel est ton pressentiment par rapport à ça? Quel est l'avenir du support physique selon toi? Je ne sais pas du tout. Je pense qu'il y aura toujours, un support qui existera. Après ça, lequel, je ne sais pas du tout. Comme il disait encore le vinyle, qui revient un petit peu. Parce que maintenant, ils vendent plus de vinyle que de CD, donc c'est ça qui est marrant. Je ne sais pas du tout, j'avoue. Donc là, je me suis jamais posé la question. Le 4K l'UHD est un très bon support, mais honnêtement, Blu-ray, un très bon Blu-ray, on connaît qu'un très bon master suffit largement. Alors, les gars qui se touchent un peu en disant oui, mais tu comprends avec l'HDR, voilà, tu as vraiment la vision vue en salle, ce qui est totalement faux. Oui, mais voilà, maintenant on voit les dégradés de couleurs et tout. Enfin, les mecs, il faut qu'ils arrêtent un peu. Enfin, limite, quoi. Là, à un moment donné, un film, c'est un film, quoi. Le Blu-ray, honnêtement, avec un vrai bon master, avec un vrai étalonnage, maintenant, on a quand même une très très bonne qualité d'image. Donc, après, l'avantage justement avec l'UHD, c'est que parfois justement tu as un nouveau master, justement. Je pense à Shining par exemple, où si tu compares le Blu-ray et l'UHD, il n'y a pas photo, quoi. Donc c'est ce qui peut permettre justement de mettre en avant parfois l'UHD. Non, mais ça c'est simplement que les scanners ont changé, tout simplement. Les scanners ont beaucoup évolué maintenant, enfin peut-être même plus tard, on ne sait pas. Mais les scanners d'il y a encore, je sais pas moi, 10 ans ne sont pas les mêmes que ceux de maintenant. Donc d'un coup, on a un process par rapport aussi à l'étalonnage, à la restauration, qui est un peu différent. Donc ça s'améliore, c'est inévitablement que ça s'améliore, c'est inévitable. Et donc on arrive à plus de précision. C'est pour ça que nous, quand nous scannons nos films, nous les scannons sur un très bon scanner. Nous prenons le meilleur scanner en ce moment en France, donc le laser graphique 10K, qui peut donc scanner en 10K quand même. Voilà, parce que c'est un très très bon scanner, on bosse chez VDM, et c'est un très bon laboratoire qui nettoie ça parfaitement. Et donc, voilà. Mais plus tu as un bon scanner, plus tu as un meilleur rendu, ça c'est sûr. C'est comme quand vous scannez une photo chez vous. Hein. Si vous avez un scanner à 50 balles acheté chez Darty, ou un vrai scanner photo acheté à 300-400 balles, c'est pareil. Oui, je comprends très bien. Et là, ce que tu es en train de me dire, en fait, ça veut dire que tu te poses pas vraiment de questions sur l'avenir de ton métier. En fait, clairement, tu fonces, tu fais des éditions et tu te dis pas, bah, peut-être que potentiellement, dans 10 ans, tout ça, je pourrais plus le faire. Exactement. Non, mais on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. Après ça, il y a d'autres trucs. Parce que la télévision, la VOD, la SVOD. Peut-être qu'un jour, on fera un site de SVOD avec nos films. On ne sait pas encore. Mais on proposera nos films en SVOD ou en vidéo. Enfin, non, là, on réfléchit pas. Là, on sort ce qu'on aime. On essaie de sauver ce qu'on peut sauver. On essaie de montrer aux gens. Parce que nous sortons quand même pas mal d'inédits. Hein, donc, et voilà, notre but, c'est de faire vraiment, tant qu'on peut, le maximum qu'on peut, c'est de faire découvrir des films inédits. À chaque génération, on perd des films de toute façon, de la VHS au DVD, voilà, d'autres sortes qui n'étaient pas en VHS, mais on perd beaucoup de films. Donc, et l'UHD, c'est pareil. Enfin, nous, on restaure du Matalon et du Lemoine, mais quand Lemoine était sorti en DVD, c'était des vieilles copies. Donc voilà, nous, on se permet de faire ça, comme d'autres boîtes à l'étranger, hein, bien sûr, hein, mais on sait bien que c'est très rare, quoi. Donc, la restauration, maintenant, c'est quand même plutôt sur des gros films. C'est pas sur des petits films. Nous, on est un peu cons, donc voilà. Mais bon, après ça... C'est comme ça que tu te définis, Stéphane? Non, mais c'est vrai qu'on est un peu... je sais qu'on est un peu... je pense que c'est ça aussi qui plaît, c'est que d'un coup, on respecte l'œuvre, on respecte au moins le cinéma, on aime ce cinéma-là, et c'est ça aussi qui plaît, je pense, chez le public, enfin notre public, hein. C'est de voir des gens qui se battent pour un peu une idée du cinéma, pour des petits films, qui font des belles éditions, qui essaient de les sauver, et puis voilà, des films inédits. Donc, honnêtement, vous avez une grosse communauté qui vous suit et qui est fidèle, quoi, on va dire. Hein. Ça, c'est sûr.
Parce que honnêtement, sortir du Halloween 2, Halloween 3, sortir des gros films, ça, honnêtement, ça on peut le faire. Ça c'est très simple. Enfin, simple. Ça prend du temps aussi, hein, c'est de l'argent. Mais c'est assez facile parce qu'on peut trouver des intervenants très facilement. Les bonus sont souvent réalisés déjà à l'étranger. Donc voilà. Sortir du Matalon, du Lemoine, sortir du Clash, Bacchanal sexuel, La Saignée, Les Loulous qui sera bientôt en Blu-ray. Ça c'est beaucoup plus compliqué. Le public, tu le connais pas vraiment le public là. Donc et la question c'était quoi la question? Oui, et la communauté, oui, c'est vrai qu'on a une communauté assez importante et qui nous suit, on est ravis mais en même temps parce que cette communauté là, on lui parle comme si c'était nous parce que c'est nous. Voilà. Nous sortons des films que nous aimons, donc qu'on peut défendre. Et donc, quand les gens nous posent des questions au téléphone, quand ils nous appellent et qu'on commence à parler de giallo italien, de films d'horreur, ils ont bien compris qu'on connaît, on connaît le sujet. Donc, donc ça leur plaît. Parce que d'un coup, nous sommes aussi des acheteurs. Et donc, voilà, donc c'est comme, voilà, on leur ressemble. Tu fais ce que tu aimerais avoir si tu n'étais pas éditeur, en fait. En quelque sorte. Exactement, voilà, c'est exactement ça, voilà. Est-ce que moi, c'est pour ça que des boîtes comme Arrow Video marchent bien aussi. Je parle à l'étranger, hein, même Artus aussi, ou Ecstasy, hein, ou Extra Lucide, qui proposent toujours des inédits, des films un peu rares et tout ça. Ce sont des gens qui, en France, il y a Extra Lucide, il y a l'Arabia, donc Ecstasy, Artus. Voilà, ce sont des passionnés, ça se sent, ce sont des passionnés. Les autres aussi, hein, mais je les connais moins bien. Donc, mais voilà, ce sont des passionnés qui se sacrifient tous les jours pour montrer des films vraiment, qu'ils aiment. Tu parlais de support physique à l'étranger. Est-ce que justement le support physique marche vraiment mieux à l'étranger, en Allemagne, etc. Oui, bien sûr. Et comment tu saurais l'expliquer, ça? Alors, moi j'ai des explications qui sont ce qu'elles sont. Ça m'intéresse. Voilà. En Allemagne et en Angleterre, il y a une très forte censure. Pendant des années, il y a une très forte censure. En Allemagne, ça continue encore un petit peu, mais une très forte censure. Et c'est vraiment le jour où la censure a lâché prise que se sont engouffrés tous les éditeurs. Moi, je me souviens avoir acheté des films en Angleterre coupés, même en DVD, hein, vraiment, des trucs comme ça. C'était vraiment, le marché était vraiment morose. En Allemagne, pareil. Et du jour au lendemain, bizarrement, la censure a lâché prise. Et en Allemagne, en Angleterre, ça a cartonné à ce moment-là. C'est ma propre interprétation, c'est que d'un coup, on a proposé aux Anglais des films qu'ils n'avaient jamais vus, souvent en version intégrale. Donc d'un coup, donc pour eux, ils se sont peut-être dit, tiens, c'est le moment effectivement d'aller voir ça. En Allemagne, c'était un peu pareil. En Allemagne, il y avait un autre système il y a quelques années. On m'avait dit ça, c'était très intéressant. En Allemagne, en fin de compte, la censure ne voulait pas que tu sortes les films trop violents en Fnac. Il y a les Fnac en Allemagne. Enfin, on va dire grand magasin. Donc sortez en grand magasin des versions coupées, des films, et sortez dans des petites boutiques, genre Metaluna à Paris, des petites boutiques, chaque ville avait des petites boutiques de DVD, où sortaient les versions intégrales. Donc il y avait deux versions, une version intégrale pour les petites boutiques, et une version coupée pour les grandes enseignes. Et ce qui est assez marrant, c'est que donc les gens allaient dans les petites boutiques acheter leurs films. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de petites boutiques en Allemagne de vente de DVD. Et ces boîtes-là, petit à petit, ces boutiques-là, petit à petit, sont devenues éditeurs. Voilà, ils se sont dit, tiens, il y a un marché là-dedans, là, donc on va éditer nous-mêmes les films. Hein. Voilà. Et donc il y a un mec qui me disait, je sais plus combien, il me disait qu'il voilà, il pouvait vendre 5000 Blu-ray, 5000 DVD coupés en Fnac, enfin en grand magasin, et lui il vendait peut-être 3000 versions intégrales. Voilà, donc il y avait encore cette censure qui était là. Pareil, vous savez qu'en Allemagne, c'est un truc hallucinant quand même. En Allemagne, il y a certains films qui sont encore interdits d'être visionnés en Allemagne, et donc les boîtes allemandes créent des boîtes, enfin passent par des boîtes en Autriche pour sortir leurs films, parce qu'en Autriche il n'y a pas de censure pareil. Et il y a même des films où vous ne pouvez pas aller, enfin il y a même des films que si vous les envoyez par la poste, faut les envoyer avec un timbre spécial. Il faut que l'acheteur vienne sur place avec sa carte d'identité, prouver qu'il a bien 18 ans. D'accord. Voilà. Et si tu ne fais pas ça, tu te prends une amende. C'est un truc hallucinant, quoi. Non, il y a certains films qui sont... Quand c'est vraiment... Voilà. Donc, ils passent souvent... Les envois passent souvent par l'Autriche. Aussi pareil. Les films sont dangereux pour la santé en Allemagne. C'est un peu ça, donc voilà. Donc je pense que cette censure a fait que les gens sont allés creuser dans les petits magasins, sont allés voir, chercher un peu la perle rare et tout. Ce
ce qu'on faisait nous à l'époque de la VHS, et ce qui a fait que d'un coup ils se sont intéressés à ça. Nous en France, il n'y a pas de censure en vidéo, donc globalement tu trouves tout n'importe quand, n'importe comment. Donc voilà, pour ça que moi je dis souvent, il faut une bonne dictature en France, voilà, une grosse bonne dictature pendant 5 ou 10 ans. Merci. Et voilà, et après ça, en fin de compte, qu'on tue le cinéma, et après ça, on a enfin envie de découvrir le cinéma. Aux États-Unis, ils ont toujours eu une culture du cinéma populaire, bis, donc ça soit avec Tarantino et tout ça, hein, donc cette culture a toujours existé. Donc il y a eu une baisse, au moment de la baisse du DVD, il y a eu une espèce de baisse du DVD global, mais avec des boîtes comme Vinegar Syndrome, Séverin Film, Synapse, Blue Underground, c'est des boîtes qui marchent très bien, quoi. C'est des boîtes qui marchent très bien. Mais comment expliquer que, par exemple, des films français se fassent éditer en Allemagne, mais ne soient pas édités en France? Ça dépend après ça des droits, hein. Ça dépend de... Je ne vois pas de quel film... Ouais, mais comment c'est possible? Alors, il y a vraiment un paquet de films, et puis même des gros films. Hein. Qu'est-ce que je pourrais te citer en tête? Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, etc. Enfin, même tous les Astérix et Obélix, je crois. J'ai pas de films spécialement en tête, à part ceux-là, mais je sais qu'il y en a un paquet. Qui sont édités en Allemagne, mais pas en France. Quelle peut être la raison? Comment ça se fait? Est-ce que vraiment on pousse pas les choses au point de tenir absolument à les sortir, et on se confronte au moindre obstacle et du coup on laisse tomber, ou qu'est-ce qui se passe en fait? Non, mais s'il n'y a pas de marché, ils ont un bon marché en Allemagne, mais s'il n'y a pas de marché en France pour ces films-là, ils vont pas les sortir. Après ça, il y a aussi des boîtes qui vont pas s'embêter à sortir leurs films, parce que, voilà, si c'est pas en vente 500 pièces, 600 pièces, 700 pièces, c'est pas intéressant, on va dire, pour eux, quoi. Donc, est-ce que c'est pas un problème de culture, en fait, ce que tu es en train de me dire là, dans le sens où peut-être qu'en France, on s'en fout un petit peu plus du marché du support physique? C'est pas ça. En Allemagne, moi, ce que j'ai un peu connu l'Allemagne, il n'y a pas le même système de consommation qu'en France. Les Allemands consomment beaucoup pour la culture. Moi, j'ai vu dans des salons en Allemagne, c'est impressionnant, des salons du DVD. En Allemagne, fan de la vidéo, du cinéma, c'est impressionnant. Il y a des Blu-ray partout, des Blu-ray à 30 balles, il y a des coffrets de dingos. Ils aiment ça. Les Allemands ne sont pas des gens qui vont changer leur appartement tout le temps, qui consomment énormément. Enfin, ils consomment, bien sûr, mais ils ont un côté très protestant, je pense aussi, un peu protestant, donc voilà, un peu, voilà. Mais j'ai vu, par contre, qu'ils consomment énormément pour la culture. Et c'est peut-être là où ça se joue, quoi. Donc, après ça, non, c'est une façon, ils ont une façon, je sais pas, non, à part ça, je vois pas trop. Je sais pas pourquoi les boîtes sortent pas ça en France. Je sais pas. Après ça, il y a peut-être aussi des droits, hein. Par exemple, Brigade des Mœurs était sorti en Allemagne, parce que, en Allemagne, sorti en Blu-ray en Allemagne, parce que la boîte avait des droits, mais des vieux droits, qui avaient 10 ans. Donc voilà, donc ils se sont dit, bah tiens, on va sortir ça maintenant. Donc, et quand tu dis c'est une histoire de droit, ça veut dire quoi que c'est... Enfin, je comprends pas, parce que c'est quoi? C'est que c'est trop cher? C'est qu'on interdit de les publier? C'est quoi le truc en France? Ouais. Ah non, mais après ça, tu sais, c'est le... Parce qu'un film français, les droits sont français, non? Bien sûr, mais peut-être les droits ont peut-être été vendus il y a 15 ans à cette boîte allemande. Et donc, il y a 15 ans, ils ont vendu les droits, et puis d'un coup, ils se réveillent du jour au lendemain en disant, bah tiens, on sort ce film-là. Voilà. Ouais, donc, ça dépend de quand datent les droits, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, oui, ça veut malgré tout dire quand même qu'en France, on parie pas énormément sur le Blu-ray, quoi, par exemple. Parce que ces films-là sont sortis en DVD, mais par contre, on s'est dit, bon, le Blu-ray, de toute façon, ça n'intéressera personne, donc on va vendre les droits en Allemagne, par exemple. Peut-être, ça, je suis pas dans le... Oui, c'est qu'une hypothèse. Je suis pas dans le... Mais après ça, s'il n'y a pas de marché en France, les boîtes vont pas sortir ça, c'est sûr. Enfin, des grosses boîtes comme des très grosses boîtes, je sais pas moi, Gaumont, tout ça, si vraiment le Blu-ray, quoi que Gaumont, on prend des risques. Mais des très grosses boîtes, même Canal+, maintenant, ça change un petit peu quand même, parce que Canal+, quand même, maintenant, avec Make My Day, sort des films un peu risqués quand même. C'est quand même assez risqué. Ouais, c'est vrai. Voilà, TF1, ils ont choisi plutôt de donner ça à des boîtes comme Coin de Mire, Chat qui fume, et de se concentrer sur autre chose. Mais c'est pas mal non plus, c'est une très bonne idée. Mais voilà, non, je pense qu'il n'y a pas des boîtes, effectivement, qui se disent, 1000 exemplaires, ça sert à quoi? Tout simplement. Alors, 1000 exemplaires pour une boîte comme Chat qui fume, où il y a un salarié, ça va, toi. 1000 exemplaires pour une boîte comme, voilà, pour une grosse boîte qui a 500 salariés, ça sert à rien.
tout simplement. Je vois. J'avais déjà posé la question à Hugues Pesson de l'Atelier d'Images, mais je te la pose aussi parce que ça m'intéresse. Mais concernant les plateformes, je pense à Netflix par exemple, donc les exclusivités Netflix, les films produits par la plateforme, est-ce que tu penses qu'un jour on aura peut-être la chance d'en voir certains qui sortiront en support physique? Je crois qu'ils l'ont pas déjà fait déjà un petit peu là. Ils n'ont pas fait des choses. Roma est sorti déjà en support Oui, physique. mais parce que c'est des films qui ne sont pas des produits originaux Netflix. Ils sont sortis au cinéma avant de sortir sur la plateforme. Même Roma, t'es sûr? Ouais, même Roma, ouais. D'accord. Je sais pas, mais moi je trouve que leur principe est pas mal. Leur principe, c'est un principe pas bête. Hein. Vous voulez voir les films, c'est chez nous. Donc c'est intelligent. Mais le jour. Et oui, c'est sûr, mais ça prive quelque part un certain accès à la culture. Ça, c'est le problème. Enfin, c'est les boîtes privées. Hein. Là, oui, l'accès à la culture, oui, mais bon, oui. Donc tu penses plutôt que non, on verra jamais ces films-là débarquer en Blu-ray, quoi? Ah, je sais pas du tout. Honnêtement, s'ils imaginent qu'un jour il y a un marché, ils iront là-dedans. Voilà. Ouais. HBO sort ses films en Blu-ray de temps en temps, pas tout, hein, donc enfin, tu vois, l'accès à la culture, tu vois, Malcolm est sorti justement chez l'Atelier d'Images. Malcolm, pendant des années, on n'a pas pu le voir, à part les rediffs à la télévision, peut-être à la rigueur. Mais non, s'ils pensent qu'à un moment donné, il y a un marché comme HBO qui est censé... Voilà, ils le feront. Mais je pense qu'ils s'en foutent un peu, je pense, pour l'instant. C'est pas c'est pas un assez gros marché pour eux. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as déjà envisagé d'agrandir ta structure, le Chat qui fume, d'employer plusieurs salariés pour vraiment grossir et prendre plus de marché, on va dire? C'est ce qu'on va faire petit à petit, là. Oui, c'est ce qu'on va faire petit à petit. Là, on va bientôt avoir un stagiaire. Waouh! Effectivement, là, en ce moment, on recherche des gens, on recherche au moins une personne pour nous aider à bosser. Faut pas le maltraiter, hein? Non, c'est clair. On a déjà commencé. Voilà. Mais on va donc prendre une stagiaire, d'ailleurs. D'accord. Qui adore les films d'horreur. Donc, on lui a dit, c'est assez marrant, elle s'est pointée avec un CV. Est-ce que c'était le critère? Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, j'ai pas lu, j'ai même pas demandé de lettre de motivation, j'en ai strictement rien à faire. J'ai vu son CV, j'ai vu qu'elle avait écrit, on n'a même pas parlé, hein, j'ai vu qu'elle avait écrit un truc, elle écrivait un mémoire sur le cinéma d'horreur italien et tout ça. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Et puis quand on discute avec la personne, elle connaît, Fulci, elle connaît Soavi, elle connaît tout ça. Bon, très bien. Tu la colles devant une vérification d'un film érotique, elle n'est pas choquée. Tu la colles devant un bon film d'horreur, elle n'est pas choquée. Donc, oui, voilà, quand tu sais que tu travailles avec des gens qui aiment un peu le cinéma que tu sors, c'est sûr que c'est plus sympa, quoi. C'est plus sympa. J'ai pas envie d'avoir un mec d'école de commerce qui n'a strictement rien à foutre. Ça m'intéresse pas, ça c'est pas mon but, ça. Il vaut mieux avoir des passionnés, c'est plus sympa pour discuter. Mais voilà, donc on va s'agrandir, on va aussi peut-être aussi faire des ventes télé petit à petit, peut-être des sorties cinéma, alors peut-être pas nous, hein, mais petit à petit prendre peut-être des droits pour les sorties cinéma ou pour les ventes télé, peut-être aussi en SVOD ou VOD. Oui, petit à petit on va s'agrandir un petit peu, oui. Très bien. C'est un peu inévitable. Est-ce que tu t'en... Oui, enfin, au bout de 5 ans... Voilà. C'est bien. Au bout de 15 ans de boîte, mais oui. Ouais. Tu t'intéresses un petit peu à la concurrence, à l'image que vous renvoyez, à ce que disent les gens de Le Chat qui fume, tout ça? L'image, pas trop, non, parce que c'est l'image, ça se construit, ça se déconstruit. Nous, on nous a dit qu'un jour on avait une image et qu'on était très bon en promotion et tout ça, qu'on était des... Mais honnêtement... c'est des trucs qui sont naturels, tu vois. Il y a parfois, j'ai fait des posts Facebook en étant sur mes toilettes, quoi. Donc, je veux dire, non, mais c'est vrai, d'un coup, tu fais un post, voilà. Donc, Donc, c'est nous, derrière, donc, on n'a pas... L'autre fois, sur Twitter, une petite affaire sur Twitter, on nous a dit, ouais, le CM de Chat qui fume, il est méchant et tout ça. Mais il n'y a pas de CM, de Community Manager. Ça n'existe pas, quoi. Et donc... les gens pensent que derrière toutes les boîtes, il y a un community manager qui va diriger tout ça et tout. Est-ce que c'est pas un problème, ça, Stéphane? Excuse-moi de te couper, mais parce que j'ai envie de rebondir sur ce que tu es en train de me dire. Justement, on parle de community manager, c'est-à-dire que, on va dire, une personne attitrée pour répondre sur les réseaux sociaux, etc., pour l'aspect marketing
de ta société. Toi, tu es complètement impliqué dans ce que tu fais, puisque justement, pour l'instant, vous n'êtes que deux, plus une stagiaire, effectivement. Est-ce qu'il ne faut pas justement réussir à se détacher de ça pour pouvoir répondre à tous ces gens qui potentiellement sont des acharnés, parce qu'ils aiment ce que vous faites, et parce qu'ils sont passionnés par le support physique, et parce que parfois ils peuvent être virulents, parfois ils peuvent être... Oui, mais non, mais les gens virulents, il faut juste voilà, tu les oublies. Non, chez nous, il n'y a pas trop de violence sur nos réseaux sociaux. Il n'y a pas trop de... Ouais. On l'a vu chez ESC, il y a pas mal eu d'acharnés sur ESC, par exemple, chez ESC. Ça, je trouvais ça un peu violent par moment. Mais nous, non, ça va. Et de toute façon, on bannit très peu de personnes, nous, hein, donc de base. Mais il n'y a pas ça chez nous encore. Après, non, te couper de ces gens-là, non, parce que c'est important, tu vois. Ils te donnent des idées, ils te donnent de la force dès qu'ils te donnent des bonnes critiques. Enfin, toi, dès qu'ils sont contents, t'es content aussi, parce que d'un coup, quand tu vois qu'un film marche, et t'es content de la réaction des gens. Donc, te couper de ça, pour moi, ça serait vraiment, c'est pas possible. Voilà, mais alors c'est plus dans le sens où comment est-ce que tu reçois les critiques du coup, parce que effectivement les flatteries ça doit vraiment être très agréable, etc. Mais les critiques, comment tu les vis? Alors les flatteries c'est pareil, toi. Les flatteries on est content, toi, mais honnêtement on n'attend pas d'être flatté, toi. Je suis très heureux quand quelqu'un est content, toi. Je suis très content quand quelqu'un me dit tiens, j'ai passé mon Covid avec vous, merci beaucoup pour tous vos films, toi. Parce qu'on se dit tiens, voilà, quelqu'un a aimé nos films, voilà. Ça, c'est super important. Le but, c'est d'abord, nous, c'est pas qu'on nous aime, c'est qu'on aime nos films. Donc moi, si on m'aime pas, je m'en fous réellement, honnêtement. Il y a plein de gens qui m'aiment pas, je pense, et je m'en fous réellement. Mais et les critiques, honnêtement, c'est pareil, je m'en fous réellement. Honnêtement, les gens pensent que quand parfois on répond un peu parfois un peu virulent sur les réseaux sociaux, plus sur les forums. Oui. Les gens pensent, oui, mais voilà, vous êtes un éditeur, vous ne comprenez pas la critique et tout ça. Si, mais j'ai le droit de répondre. Enfin, si on m'attaque, j'ai le droit aussi d'attaquer. Pour moi, quand on dit que le consommateur a toujours raison, ça c'est pas vrai. Le consommateur, parfois, peut être un sacré connard aussi. Donc, après ça, mon but, en tant qu'éditeur, c'est d'expliquer pourquoi je pense qu'il n'a pas raison. Voilà. Quels sont le genre de critiques, justement, que tu réfutes en mode ça m'intéresse pas, parce que pour moi, c'est pas fondé? Je sais pas, honnêtement, là, de tête... C'est quoi le genre honnêtement, je sais de reproche que tu peux te prendre? Ça arrive pas souvent, toi, donc je peux pas te dire réellement, quoi. Ça n'arrive pas souvent. Quand quelqu'un me dit, j'aime pas la couve, voilà, j'aime pas la couverture de votre film, je dis, écoute, les goûts des couleurs. Enfin, moi, je sais pas rien, les goûts des couleurs... c'est la vie, bon, on n'aime pas, les gens aiment, certains aiment, certains n'aiment pas. Si on commence à écouter les gens sur tout, on ne sort plus rien, parce qu'au bout d'un moment, chacun a un avis. Donc, à un moment donné, on fait comment, quoi? Donc, le but, c'est que ça nous plaise d'abord à nous, les couvertures, par exemple, parce que ça nous plaise à nous. Donc, si les gens nous disent, j'aime pas ce film-là, j'aime pas ci, j'aime pas la couve, bon, c'est la vie, achète autre chose. Enfin, à un moment donné, on force pas les gens. Nous, c'est d'abord une passion. Donc, le jour où vraiment, demain, ça nous fera chier, on arrêtera, tout simplement. On n'est pas... De toute façon, tu ne pourras jamais contenter tout le monde. Mais non, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on a... Enfin, il n'y a pas de prise. On n'est pas dans une course à s'enrichir, parce que de toute façon, on n'est pas riche. Donc voilà. C'est pas comme si on avait des salaires énormes, enfin un salaire énorme. Donc on est plutôt d'un côté un peu de passionné. Donc si demain on voit que c'est dur, que ça nous vraiment ça nous pose problème, on continuera pas, quoi. C'est d'abord une passion. Donc les gens après ça, s'ils n'aiment pas nos couvertures, l'autre fois ça me fait marrer parce qu'en ce moment il y a 2-3 trolls qui nous disent oui, mais alors moi je préfère la fiche d'origine. Voilà, les couvertures, ils veulent les affiches d'origine. Je connais pas un éditeur en France. Pourquoi tu les appelles des trolls, Stéphane? Parce que je connais pas un éditeur en France, États-Unis, Allemagne, tu vois, qui prend les affiches d'origine. C'est très peu, c'est pas courant. Même à l'époque de la VHS, c'est pas courant. Donc quand on me sort ça, parce que quand je dis troll, c'est qu'ils sont agressifs. C'est pas un petit peu, c'est très agressif. Quand on sort ça, je me dis, mais vous achetez des films tous les jours avec des couvertures où c'est pas du tout les affiches, et vous achetez des Blu-ray pareils à l'étranger en France, et il faut venir me faire chier moi. Pourquoi? Donc là, là, je me dis, il faut à un moment donné, attendez les gars, juste, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi les affiches d'origine sont plus chères à se procurer en termes de droits? Déjà, en France, oui, il y a des droits sur les affiches d'origine, ça c'est clair et net. Nous, on a dû payer pour 36 Code Père Noël, pour le Retour des Morts Vivants, on a dû payer, ça on paye, ça c'est inévitable. Mais surtout, personne les utilise, quoi. Enfin, je veux dire, Arrow Vidéo, il n'y a pas une... Enfin,
je ne comprends. Je parle pas des Français, parce que bon, c'est très spécifique, mais même les étrangers, ça n'existe pas quasiment. Il n'y a personne qui fait ça. Bah aussi, il y a un côté marketing, dans le sens où justement, pour montrer que c'est un produit nouveau, il faut que l'affiche fédère un nouveau regard. C'est-à-dire que si on sort le visuel d'origine, on ne va pas penser qu'il y a une nouveauté. Donc, enfin, moi j'avais entendu dire ça justement, qu'il y avait un côté marketing à sortir quelque chose de différent de la jaquette d'origine. Quand l'affiche est belle, on la reprend, on le fait souvent. Maniaque, je ne fais pas les trucs devant moi, la tête devant moi, le cercle de la peur, je vois le film. Même Possession, je crois d'ailleurs. Possession, Proyas, The Get est quasiment l'affiche d'origine. On reprend soit des éléments, soit on reprend l'affiche d'origine, mais on la prend. De temps en temps, quand l'affiche est dégueulasse, enfin pas belle, je ne la prends pas, ça c'est clair et net. C'est pour moi, les films de Matalon, c'est des vieilles affiches qui sont pas très belles, parce que les films n'étaient pas très réputés à l'époque, donc il n'y avait pas non plus des très belles affiches, et je vais pas les prendre, hein, c'est sûr. Donc, il y a un moment donné, j'ai envie d'avoir un beau produit, c'est entièrement normal. Donc l'affiche de la Track, tu vois, par exemple, la Track, il y a une belle affiche, une belle affiche qui est très vieillotte. Bon, on a repris un système à peu près le même de la femme dans les temps. Là, bizarrement, personne n'a rien dit. Tout le monde a trouvé ça très joli. Donc, tu vois, il y a un moment donné, il y a aussi un peu de mauvaise foi. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que on peut pas dire telle affiche est moche parce que c'est pas l'affiche d'origine, et puis telle couverture est belle parce que d'un coup ça me plaît. Donc c'est parfois un peu ridicule. Et quand je parle de 30, c'est pas méchant, mais à l'époque, parce que ça s'est passé surtout avec Halloween 2. Halloween 2, d'un coup, on a eu une espèce de raid de gars qui sont arrivés chez nous pour nous dire votre affiche c'est de la merde et tout ça, peut-être. Il y a même des mecs qui voulaient faire des pétitions quand même. Des pétitions quand même pour qu'on change notre jaquette. Non mais, juste là, je fais, non mais où? Et bizarrement, après cette journée où les gens sont venus, ces trolls-là, je parle des trolls, parce que ces gens-là, on ne les a plus jamais revus. Plus jamais. C'est-à-dire qu'on a remis plus tard les affiches, on a remis plus tard la jaquette, qu'on a fait la promo et tout ça, plus jamais. Donc j'avais noté tous les noms, bien sûr, hein, pour voir tout ça, et on les a plus jamais revus. Donc d'un coup, il y a une espèce d'essaim qui est arrivé d'un coup, tu vois, pour nous tomber dessus. Bon, c'est pas grave, ça arrive de temps en temps, hein, c'est pas la mort. Mais ça arrivait une fois, bon voilà. Mais non, la couverture, après ça, c'est... nous, voilà, si on pense qu'elle est belle, elle sort, voilà, tout simplement. Donc après ça, on ne pourra, comme je dis souvent, on ne pourra jamais contenter tout le monde. C'est inévitable. Donc, voilà. Très bien, très bien. Enfin, tu vois, quand quelqu'un dit qu'il faut faire une pétition, moi j'appelle ça un peu un troll, quoi. Oui, je comprends. Non, mais je comprends. Après, il faut bien penser aussi que tu t'adresses à des passionnés comme toi, et qui, comme toi, ont sûrement du caractère, et puis qui, comme toi... moi, honnêtement, j'en ai rien à foutre de la couverture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le film. Le reste, oui, bien sûr. Alors, attention, je ne veux pas non plus une couverture vraiment mauvaise, méchante, pas belle, quoi. Voilà. Mais honnêtement, on sait très bien, un Blu-ray, tu le récupères, tu vas le regarder, voilà, et au bout de... une semaine, tu passes à autre chose. Au bout d'une semaine, tu passes à un autre Blu-ray, quoi. Donc, c'est pas comme si ton film, je veux dire, même, les gens, ils se prennent la tête pour des objets, quand même, ou des films, où dans une semaine, ils les auront mis de côté pour passer à un autre Blu-ray, quoi. Donc, un autre film. Certes, mais... il y a la valeur affective, et puis, excuse-moi de te dire ça, mais c'est un tout petit peu paradoxal ce que tu me dis par rapport au fait que justement, toi tu proposes des boîtiers carton qui sont assez originaux, et les gens vont acheter cette édition-là pour avoir ce matériel-là. Donc si tu veux, en fait, il y a un côté affect par rapport à l'objet. Alors, j'espère pour nous, quand même, qu'ils achètent d'abord les films pour nos films, et pas pour le carton. Parce que sinon, ça me ferait chier quand même d'acheter un film que pour un carton. Mais, non. Je le pense, mais disons que ça peut être un plus qui peut être important pour certains. Oui, parce que c'est beaucoup plus beau. Alors, attention, depuis qu'on a sorti les boîtiers Scanavo, les beaux boîtiers Scanavo, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ouais, maintenant, passez plutôt aux boîtiers Scanavo, boîtiers plastique, c'est beaucoup plus beau que les boîtiers carton, qui s'abîment beaucoup plus vite. Voilà. Après, effectivement, il y a une mode en ce moment du packaging qui sort du lot, du packaging avec des paillettes et tout ça. Et voilà, c'est une mode, il faut des beaux packaging et tout. Alors qu'aux États-Unis, tout est en boîtier plastique. En Angleterre, quasiment tout est en packaging en mode VHS. Voilà. Non, il y a ça en France. Moi, je ne vends pas du packaging. Voilà, je vends d'abord du film. On fait pour ça qu'on n'a pas changé non plus. On n'a pas fait 30 000 packaging différents. C'est même carton depuis 5 ans. Voilà, on a fait une box. On est très content. Et voilà. Aux États-Unis, il n'y a pas de carton aux États-Unis. Personne n'en fait quasiment. C'est que du boîtier plastique. Donc, en France,
il y a cette espèce de fan mania du steelbook, de ces boîtiers, tout ça. Les gens vont racheter tout en steelbook et tout. C'est bien, moi, si les gens sont contents, c'est principal. Mais moi, d'abord, je vends des films. Hmm. Voilà. J'entends. Très bien. Pour conclure, Stéphane, du coup, quelle serait l'édition de ton catalogue dont tu es le plus fier? Honnêtement, enfin, c'est un truc tout bête, hein, c'est que quand nous on fait une édition, moi je la mets de côté très rapidement. C'est-à-dire qu'elle est faite, je la sors, hop, on passe à une autre. Voilà, parce que d'un coup, tout va vite. Non, moi ce que j'aime, c'est sortir un film inédit comme Les Week-ends Maléfiques du Comte Zaroff, ou La Rose écorchée, parce que là c'est vraiment des films qu'on a restaurés, on a trouvé des bonus super rares. Ce sont des belles éditions, blindées de bonus et tout ça, de films plutôt maudits. Donc là, vraiment, on est content, quoi. Là, je suis content. Quand je les prépare, je suis content. Est-ce qu'il y a une édition plus belle que les autres? Non, ça, je peux pas dire. Ou alors un film, le film qui te correspond le plus, celui de ton catalogue qui te correspond le plus. Même ça, pour moi, je dirais que Maniac, par exemple, c'est vraiment le film que j'ai découvert. C'est mon premier film en cassette vidéo. C'est la première cassette vidéo que j'ai achetée dans ma vie. Voilà, je m'en souviens exactement de quand, j'avais 13 ans, de où, de quand, et comment je l'ai vu. Voilà. Et de la réaction de mon oncle quand il a vu ce que je regardais. Voilà. Et donc c'est vraiment un film pour moi qui était important d'avoir, et donc on l'a payé cher d'ailleurs. Et voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'était un peu ma Madeleine de Proust. Après ça, il y en a plein d'autres. Hein. Franchement, il y en a tous les ans, on a une Madeleine de Proust. Voilà, sinon... Maniac d'ailleurs, dont il existe un master UHD, si je ne dis pas de bêtises, à l'étranger. Vous n'avez pas pu vous le procurer du coup? Oula, là on s'est fait un peu avoir, c'est-à-dire que Bill Lustig... Vas-y, raconte. Non, mais enfin, compte tout bêtement, c'est que Bill Lustig, on lui a demandé le master UHD, parce qu'on savait qu'il l'avait, hein, on n'est pas non plus des villes. Et il m'a dit non, il existe qu'un master 2K et tout ça, pas plus. Alors que la copie qui passait au cinéma en même temps était en 4K, quoi. Donc, on a compris que voilà, quoi, il nous baratinait un petit peu. Donc, on a effectivement, je pense qu'il ne voulait pas qu'on sorte l'UHD avant lui, tout simplement. Ah, donc, ok. Voilà. Okay. Donc maintenant, nous serions en droit de lui demander l'UHD, oui, pour le ressortir en UHD. Mais après ça, bon, il nous reste encore des Blu-ray, donc on va pas non plus passer à l'UHD. Oui. Voilà. Bien sûr, je comprends. Voilà, malheureusement. C'est pas très sympa. Il y a un point. Voilà. Oui, je comprends. Attends, je fais juste une pause parce que j'entends qu'il y a les flics derrière toi. Ouais, c'est bon. Tu te fais arrêter, c'est parce que t'as dit que tu prenais de la drogue, ça, Stéphane. Ouais, non, c'est une ambulance. Ouais. D'accord, très bien. Je suis en train de montrer, en même temps qu'on se parle, l'édition de Maniac. Ouais, très belle. Et je vais insister quand même sur un point, c'est que c'est vrai que dans vos éditions, les bonus sont extrêmement fournis. C'est quelque chose qui est assez appréciable sur vos éditions, c'est que vraiment... Ça dépend des films, ouais, c'est vrai. Il y a des films, malheureusement, on n'a pas grand-chose parce que... il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Malheureusement, ça arrive. Toi, la traque, par exemple, tout le monde est mort, quoi. À part Bidot, tout le monde est mort. Donc, Lonsdal est mort quelques mois avant. Michel Robin aussi. D'un coup, tu peux pas faire grand chose, quoi. Donc, il y a des films comme ça où malheureusement, tu ne peux pas aller très loin. Comme les Le Moine, on n'a pas beaucoup de bonus parce que, voilà, c'est compliqué. Et puis, tu as des films où là, par contre, tu peux te permettre de voir beaucoup de bonus, comme Possession, comme Maniac, Les Aldo Lado, voilà, pas mal de choses comme ça, voilà. C'est là où tu peux avoir pas mal de bonus. Voilà. Mais, voilà, après ça, nous, on essaie de faire le maximum à chaque fois, c'est sûr. Voilà. Très bien. Stéphane, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter, que tu aurais aimé dire lors de cette interview, que tu n'as pas eu le temps de dire? Moi, je dis souvent, parce que souvent ça râle, je vois des gens qui râlent un peu, parce qu'en France, on aime bien râler, hein, c'est très français, notre façon de râler, parce qu'on est, on est comme ça, on râle surtout. Hein. Moi, le premier, hein, je sais que je suis connu pour être un gros râleur, voilà. Mais souvent, je trouve que parfois, on est un peu, enfin, je vois sur les forums et tout ça, un peu méchant sur les éditeurs français. Et je trouve qu'on a des très bons éditeurs français. Voilà. Je trouve que, tu vois, Carlotta, donc j'ai noté donc Stasi, Artus, Tralucide, Elephant, Carlotta, Potemkin, Larabia, j'en oublie souvent. On a quand même des très bons éditeurs, quand même assez réputés à l'étranger malgré tout, malgré ce qu'on pense, parce que moi je discute beaucoup avec des éditeurs français, des éditeurs allemands, italiens, de tous les pays. On discute souvent. Et on est quand même assez réputé là-dessus pour nos packaging, qui sont quand même assez jolis malgré tout, et pour nos éditions. Et on a une bonne réputation. Et en France, on a ce côté un peu de vouloir absolument défoncer,
enfin pas tout le temps, hein, je rajoute un petit peu, mais parfois d'être un peu méchant. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. On nous dit que c'est trop cher les Blu-ray en France. Alors, tu vas à l'étranger, c'est pas donné non plus. En Allemagne, c'est 25 balles ou 20 balles, 25 balles, 30 balles. Enfin voilà, donc je trouve que parfois on est un peu trop exigeant sur les Français. Alors que nous vendons moins de films, enfin moins d'éditions, enfin moins d'exemplaires que les étrangers. C'est sûr que si demain on vendait 10 000 exemplaires de chaque film, et ben là, c'est sûr que là, croyez-moi, vous auriez des boîtiers en 3D, en relief et tout ça. Voilà, donc je trouve qu'on est un tout petit peu méchant, alors qu'on a des très très bons éditeurs. Et il faut aussi souligner aussi que le CNC, une chose toute bête, c'est qu'on a la chance aussi en France d'avoir le CNC. Qui nous aide régulièrement, donc chaque année ou régulièrement sur nos éditions vidéo. Et c'est aussi grâce à eux nous pouvons nous permettre de faire des restaurations, de l'UHD, parce qu'il y a un soutien économique derrière qui permet aussi de faire marcher tout ça. Justement, Stéphane, il n'y avait pas eu une baisse des aides du CNC récemment là? Alors, il a failli y avoir une baisse du CNC, mais malheureusement, est arrivé le Covid. Malheureusement, est arrivé le Covid. Et du coup, là, ils ont aidé avec l'appel des éditeurs. Voilà. Bah, d'un coup, effectivement, tout s'est passé en même temps, donc ils ne pouvaient qu'aider les éditeurs, parce que là, si tout s'écroulait. Bon, ça nous a pas beaucoup touché, nous, le Covid, parce que on n'est pas en magasin de toute façon, nous, donc on s'en foutait un peu d'être pas en Fnac. Voilà. Mais non, le budget va peut-être baisser un jour, c'est sûr, il baissera inévitablement un jour. Pour l'instant, ça tient. Voilà, là, on a reçu nos aides. Ça tient, là on a reçu des aides cette année qui étaient pas mal du tout, donc on est vraiment content. Est-ce qu'on peut savoir, ou c'est indiscret de savoir à quelle hauteur représentent les aides du CNC? C'est public, voilà. C'est public sur le site du CNC, et tout le monde peut les vérifier. C'est à nous d'aller chercher du coup? Tu veux pas le dire? Non, mais ça va, ça dépend après ça un peu les éditeurs et combien tu amènes de projets chaque année. Je sais pas, ça peut aller de 25 000, je pense, à 200 000 euros. Je sais pas, toi. Enfin, 200 000, je sais pas, je dis des chiffres. Parfois, je vais voir un petit peu. Oui, je crois qu'il y a 70 000 parfois, 100 000, 140. Ça dépend du nombre de titres que tu amènes, les projets que tu amènes. Voilà. Après ça, c'est public, effectivement, sur le site du CNC. Vous tapez aide à la vidéo, CNC aide à la vidéo sur Google, et vous tombez en cherchant bien sur les pages où régulièrement, c'est public. Vous pouvez aller voir combien un éditeur a touché pour tel Blu-ray ou pour tel DVD, ou voilà, ça c'est public. Ça c'est intéressant. Il faut aussi que les gens, petit à petit, comme je dis souvent, nous parlons souvent sur Facebook, on raconte souvent comment se fait une restauration, comment ça marche et tout ça. C'est bien aussi que le public aille voir un peu, où passe un peu pas leurs impôts, c'est pas vraiment des impôts, le CNC, c'est le prix du ticket, c'est sur le coup le prix du ticket d'une salle de cinéma. Mais voilà, qui touche quoi. Ça c'est intéressant de savoir, quoi. Voilà. Merci pour ces infos. Voici un message que je passe aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Ce serait justement de ne pas oublier que potentiellement derrière ces maisons d'édition, il y a peut-être juste une personne, voire deux. En tout cas, qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui sont indépendants comme ça, et que effectivement ils sont submergés par leur travail, on va dire, parce que je sais pas comment tu organises ton temps. Honnêtement, ça doit demander une organisation de dingue pour faire ton boulot, parce que entre tous tes projets et organiser ça dans une journée, ça doit être quelque chose d'assez conséquent. C'est très dur, ouais. Mais en tout cas, voilà, peut-être dans la façon de s'adresser, n'oubliez pas que derrière vous avez une personne qui est passionnée aussi, et que potentiellement, si vous dites les choses de façon plus cool, plus calme. Il faut quand même dire aussi, c'est que ce soit Artus, moi je parle des boîtes que je connais bien, où je connais aussi un peu les gens qui bossent dedans, donc Spectrum, Artus. C'est vrai que j'ai oublié de citer Spectrum, il va m'en vouloir. Spectrum, Artus, Ecstasy, Extralucide, et c'est un ou deux, parfois même sans salaire. Voilà, donc c'est pour vous dire que nous, maintenant, moi je suis salarié depuis quelques années, mais avant on bossait gratuitement avant, donc. Et il y a des boîtes qui continuent parfois à se sacrifier un salaire ou à se payer très peu pour faire avancer leur projet. Donc voilà, ça sert à rien de venir nous voir pour problème de jaquette, les gens font quand même le maximum qu'ils peuvent, quoi. En tout cas, ils font ce qui leur correspond, parce qu'effectivement, les visuels, comme tu dis, les tiens te plaisent, ceux de Spectrum lui plaisent peut-être aussi. Bien donc, sûr, effectivement, tout est critiquable, mais c'est comme ça. Mais bien sûr, après ça, nous on écoute la critique, hein, c'est pas un souci, hein, on écoute la critique. Mais après ça, il y a des points où on n'ira pas. Si demain on nous dit, je sais pas, moi, là vous avez fourré l'encodage, pourquoi pas, on va écouter, toi, on va voir ce qui se passe, toi. Mais après ça, les goûts et les couleurs, c'est comme je dis souvent, c'est les goûts et les couleurs, donc on peut pas plaire à tout le monde. Moi, ce que j'apprécie pas, c'est, on peut me dire que
qu'on n'aime pas. Parce que quand je dis troll, c'est l'agressivité où ça continue un an Oui, plus bien tard. sûr. Tu vois, quand sur un Bien an sûr. c'est la même chose, au bout d'un moment, tu as envie de dire, bon, peut-être passer à autre chose. Maintenant, Oui, on a oui. fait d'autres choses depuis. Oui, oui. Voilà, c'est surtout ça. Mais non, il y a des boîtes en France qui vraiment sont. Enfin, je redis pas les noms, mais qui se donnent cœur et âme pour faire bouger la vidéo, oui, en France. Très bien. Stéphane, merci beaucoup pour cet entretien. Je Merci vais à vous. inviter tout le monde à aller voir votre catalogue. Je vais mettre en lien le descriptif, le lien de votre site. Mm. Et je vais inviter à aller voir justement toutes les belles éditions qu'on peut y trouver. Merci beaucoup et puis Merci, bonne continuation à toi. Ah, merci. À plus.